Allez, on commence. Bonjour à tous. Nous sommes là pour échanger sur un retour d'expérience que nous avons eu avec Microsoft conjointement sur un projet où on va voir comment est-ce qu'on peut unifier la sécurité informatique qui est aujourd'hui de plus en plus indispensable pour les entreprises, de se prémunir des différentes attaques et de protéger ces données et ces équipements. Aujourd'hui, les entreprises se retrouvent souvent avec une multitude d'environnements, on-premise, cloud, multi-cloud, IoT, OT. Et à chaque fois, on va retrouver différentes solutions qui sont assez coûteuses en termes de maintien, d'administration, de support, et c'est pas forcément efficace. Donc c'est une des problématiques auxquelles les équipes Metis et Microsoft ont été confrontées chez un client, et l'idée c'est de vous faire le retour d'expérience depuis les besoins exprimés par le client à la standardisation des différentes solutions tout en garantissant une sécurité de bout en bout optimale. Donc la solution doit tenir compte des différentes briques de sécurité en place et doit l'améliorer bien entendu. Donc rapidement, on va se présenter. Donc Jérémy Sanglier, c'était Société Metis, j'agis en tant que Global CTO et je suis accompagné de Rafik qui va se présenter également. Merci Jérémy. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc un grand merci à l'équipe Metis pour cette opportunité, pour l'invitation. Je suis Rafik Mézil, donc je rejoins la grande famille Microsoft il y a environ 3 ans, donc en tant qu'ingénieur cybersécurité. Mon quotidien aujourd'hui chez Microsoft consiste, on va dire, à jongler avec des acronymes, donc tels que EDR, XDR, CM, SOAR et tout. Donc la liste est longue, mais mon but est simple. Donc j'accompagne nos clients dans la sécurisation de leur système d'information et je les aide également à garder leurs données en sécurité. Donc plus récemment, je me suis intéressé à la sécurité du multi-cloud hybride en explorant de nouveaux domaines, donc tels que le CSPM, le KIEM, le DevSecOps. Donc autant de termes qui peuvent sembler, on va dire, intimidants, mais qui deviennent plus accessibles quand on les démystifie. Donc aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous et avec Metis ce retour d'expérience. Voilà, comme je disais, aux côtés de Metis, qui est notre partenaire de longue date. On va parler, comme disait Jérémy, d'un déploiement concret chez l'un de nos clients communs, où on va dire tous les acronymes que je viens d'énumérer donc, se rassemblent sous un nom simple qui est plateforme sécurité. Parce que voilà, soyons honnêtes, la simplification c'est vraiment la clé, surtout à la vitesse à laquelle les techniques d'attaque évoluent aujourd'hui. Donc j'espère que notre discussion aujourd'hui vous apportera quelques éclaircissements et vous aidera dans vos prochaines réflexions cyber. Donc rapidement au niveau de l'agenda, par rapport à ce qu'on a présenté initialement, donc on verra le contexte du client, dans lequel contexte ce projet s'est effectué, et on va voir tout l'accompagnement qu'on a eu avec ce client pour arriver au bout. C'est un projet qui est encore en cours avec différentes étapes à mener, et donc on fera un retour d'expérience également sur les difficultés, les leçons apprises lors de ce projet. Donc tout d'abord, je vais vous présenter rapidement Metis. Donc Metis, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un acteur reconnu dans le conseil d'intégration de solutions de cyber, cloud et infrastructure. On est présent sur tout le territoire national avec 11 agences pour pouvoir assurer une proximité avec nos clients, aussi bien en Île-de-France qu'en différentes régions. On a la particularité d'avoir 2 centres de services qui traitent de la cybersécurité, et on le détaillera un peu après, et des infrastructures cloud. Sur la partie cyber, on prend en charge vos solutions end-to-end, de la détection, de la réponse avec un SOC. C'est notre offre MSSP. Sur la partie infrastructure cloud, on a des offres de support utilisateur, support N2, N3, des offres packagées sur la migration de données entre tenants et la supervision d'infrastructures Azure également. Aujourd'hui, on a plus de 500 consultants avec 280 clients actifs qui peuvent vous accompagner
sur des missions d'intégration, conseil sur la cyber, le cloud et les infrastructures. Donc, on est un acteur majeur sur la cyber. Il y a eu un virage il y a un peu plus de 5 ans qui a été fait. Métis est membre de différentes associations, ce qui légitime notre positionnement cyber dans l'écosystème Microsoft et des intégrateurs de solutions. Des différentes intégrations et labels qu'on a eus, ça nous permet de travailler notamment, par exemple, autour des établissements publics ou des collectivités locales pour des sujets qui restent encore très actuels autour de la rémédiation, de l'Active Directory. C'est toujours un sujet d'actualité. On a été élu partenaire de l'année sur la partie sécu en 2002 par Microsoft, qui montre notre engagement mutuel sur ces sujets de sécurisation des SI de nos clients. On intervient sur différents vecteurs d'attaque, donc on a différentes solutions et postures et consultants spécialisés pour pouvoir vous aider à intégrer les bonnes solutions, pouvoir les choisir, les intégrer et les superviser également. Métis est créateur du Concordance Club avec la famille Rio, pour ceux qui connaissent Gérard, qui est le fondateur des Assises. Et c'est une communauté grandissante de décideurs cyber qui se regroupent tous les mois avec des conférences et du networking. Donc, sur l'expertise cyber, je ne vais pas aller en détail. Comme j'ai dit précédemment, on est capable de vous accompagner à tous les moments d'une attaque, de la prévention à la détection avec des prestations d'analyse de risque, des audits, également via notre service managé pour la collecte d'informations et les événements de sécurité. On peut intervenir également sur la sécurisation du SI avec du conseil amont sur les choix de solutions, également dans la sécurisation des infrastructures cloud que vous avez autour d'Office 365, Azure et autres. Il reste encore du travail pour être aux bonnes pratiques sur ces infrastructures. On travaille également pour outiller nos clients sur la réaction rémédiation avec l'intégration de solutions cyber, comme le projet qu'on va vous présenter. Également avec le MSSP, la mise en place de CERT pour répondre aux incidents de sécurité majeurs. Enfin, sur le dernier pilier, autour de la supervision et de la gouvernance, on accompagne nos clients sur la rédaction de documentation spécifique, le suivi en temps réel via notre centre cyber, le MSSP. C'est pour moi cette partie. Donc oui, je présentais, on va dire, Microsoft Sécurité. Donc plutôt de vous présenter Microsoft, on va dire, dans son ensemble. Là, je vais plutôt vous parler de ce qu'on fait dans le domaine de la cybersécurité. Donc, car soyons honnêtes, donc, qui ici n'a pas utilisé Windows, collaboré sur Office 365 ou à jongler avec des VM sur Azure. Donc, comme vous l'avez probablement remarqué, donc Microsoft est passé de modestes fonctionnalités de sécurité il y a quelques années pour évoluer et devenir leader en cybersécurité reconnu par des analystes tels que Gartner, Forrester, pour n'en citer que ces deux-là, notamment dans des domaines clés, comme par exemple tout ce qui est autour de la protection des endpoints, donc ce qu'on appelle le DR, la détection, la réponse étendue, donc le XDR, mais également les thématiques autour du SOC avec le CIEM et le SOAR. Donc Microsoft, pour donner quelques chiffres, investit et continue d'investir massivement dans la cybersécurité avec une équipe de plus de 10 000 chercheurs. Donc l'année dernière, c'était plutôt 8 500 qui sont répartis à travers le monde, assurant une évolution rapide des produits pour répondre aux défis actuels. Donc chaque jour, Microsoft collecte une quantité astronomique de signaux. On parle de 65 trillions. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de parler trillions, mais pour vous donner un ordre d'idée, 65 trillions, c'est 65 000 milliards de signaux qui sont collectés par jour. Donc, ces signaux-là vont bien sûr alimenter la base de connaissances sur les menaces de Microsoft, où voilà, on peut aussi parler de la threat intelligence. Donc, Microsoft traque actuellement plus de 300 groupes d'acteurs malveillants à l'échelle mondiale et on gère plus de 135 millions d'appareils dans le monde, donc moyennant notre DR, mais pas que. Il y a aussi d'autres outils de management, comme par exemple Intune, SCCM et j'en passe. Donc Microsoft se distingue également dans le domaine de la cybersécurité grâce à une puissante communauté qui rassemble plus de
de 15 000 partenaires qui sont spécialisés, formant ainsi un écosystème cyber robuste. Donc, dernier chiffre intéressant à vous partager ici, Microsoft bloque aujourd'hui plus de 4 000 attaques par seconde, presque triplant ce chiffre par rapport à l'an dernier. Cela témoigne de l'engagement réel, on va dire, de Microsoft et de l'impact significatif dans ce domaine. Donc, si vous souhaitez bien sûr en savoir plus, je vous encourage à consulter le dernier rapport de Microsoft sur la défense numérique, bien sûr, qui est sorti il y a un mois de ça, donc en octobre. On vous mettra le lien de ce rapport dans le chat et bien sûr, on vous le partagera par la suite. Donc, passons maintenant au contexte client. Donc, au niveau de la carte d'identité de l'entreprise, donc c'est un client à grande échelle qui est un client français, mais qui a une présence dans le monde entier. Chiffre d'affaires de plusieurs milliards, qui regroupe plus de 40 000 employés à peu près, et qui répond à des contraintes légales fortes, contraintes réglementaires assez fortes. Le client, il avait deux points principaux qu'il voulait faire évoluer par rapport à son projet. Et il voulait faire évoluer notamment le niveau de sécurité des outils et des capacités de réponse du SOC. Donc, ça correspond au framework NIST, c'est la partie détection et réponse. Les attaques aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses, complexes, sophistiquées. Donc, du coup, il faut vraiment que les entreprises font évoluer leurs outillages pour que ça soit le plus efficace possible. Aujourd'hui, donc, comme beaucoup d'entreprises, il y a des contraintes réglementaires et ça va s'étendre encore avec NIS 2 dans les années à venir. Donc, il faut protéger au maximum les assets critiques de l'entreprise. Donc, les grands enjeux, la réponse aux cyberattaques, comme je viens de l'évoquer, qui permet d'aller, un des enjeux, c'est d'aller faire évoluer le niveau de sécurité et les capacités du SOC. Également, mieux protéger le SI, qui soutient les activités, qui doit être sécurisé contre les cyberattaques pour éviter toute compromission de données sensibles. Protection des données médicales, il y a des conformités aux réglementations RGPD, d'autres spécifiques au secteur. Et bien sûr, protéger la propriété industrielle de l'entreprise, qui est un enjeu majeur aujourd'hui. Donc, au niveau des besoins exprimés, je vais laisser Rafik les présenter. Donc oui, on va passer sur du concret. Dans un premier temps, je vais plutôt vous parler des 4 principaux besoins qui ont été exprimés par notre client et qu'il fallait impérativement couvrir lors de ce projet. Donc le premier étant la visibilité, un point très important. Donc dans cette démarche, on va dire, de sécurité, l'objectif central de notre client était d'obtenir une visibilité complète, on va dire, tant sur l'environnement IT classique, mais également industriel, englobant également les environnements multi-cloud. En l'occurrence, ici, c'était Azure et Amazon. D'ailleurs, un des besoins de ce projet était, on va dire, cette capacité de cartographie des devices non gérés, avec des éléments aussi divers que des postes de travail, des serveurs, mais surtout des IoT d'entreprise, des caméras de surveillance par exemple, des imprimantes réseau, des smart TV, etc. Donc à noter que ces dispositifs, bien qu'essentiels, peuvent représenter un risque majeur pour les systèmes d'information, donc en introduisant ce qu'on appelle du shadow IT. Et d'ailleurs, ce sujet de Shadow IT inclut non seulement, on va dire, les devices, donc c'est une des thématiques qu'on peut traiter côté device, mais également l'usage d'applications qui sont pas reconnues, qui sont pas connues, qui sont pas autorisées aussi par l'entreprise. Donc pour la petite anecdote, après avoir déployé la plateforme, donc notre client s'était rendu compte par hasard, on va dire, et par la suite qu'il avait de vieux serveurs, donc qui faisaient tourner une vieille application. Et bien sûr, cette application était censée être décommissionnée, mais ce n'était pas le cas.
heureusement, on va dire, il n'y a pas eu d'incident de sécurité autour de cette vieille application parce que voilà, elle était quand même segmentée. Donc voilà, grosse vigilance sur ce sujet-là, c'était un gros sujet qu'il fallait couvrir. Deuxième point, la détection, la réponse et l'investigation. Le client, on va dire, disposait déjà de mesures de sécurité spécifiques sur certains périmètres grâce à un SOC managé. Donc, il y avait déjà un MSSP en place. Cependant, on va dire de nouveaux périmètres ont émergé, en particulier avec la migration vers le cloud qui a été entamée les dernières années, introduisant, on va dire, qui a introduit de nouvelles vulnérabilités et ont fait élargir, on va dire, ces surfaces d'attaque. Donc, les systèmes de détection qui étaient mis en place étaient, on va dire, peu performants en raison du manque de couverture de ces nouveaux périmètres, tant, on va dire, au niveau des logs de sécurité qui étaient collectés pour la détection, mais également, en fait, il y avait un manque de détection spécialisée au plus près des sources. Donc, les réponses, on va dire, qui étaient aussi mises en œuvre étaient également inefficaces, avec trop de processus manuels qui étaient répartis entre le SOC, mais également on va dire, partagés avec des équipes locales qu'il convient de rappeler, sont vraiment limitées en nombre et disponibles de manière restreinte pour réagir rapidement aux menaces. Donc, il était donc urgent d'orchestrer la réponse et d'automatiser autant que possible, on va dire, les choses. Un autre problème persistant qu'on a rencontré chez ce client était le manque de capacité d'investigation et de forensique. Donc, que ce soit pour la recherche proactive des menaces, donc ce qu'on appelle le threat hunting, ou pour tout ce qui est investigation post-incident. Donc, en résumé, l'optimisation de la détection, la pertinence, on va dire, de la réponse aux incidents et bien sûr la facilité d'investigation, on va dire, étaient des priorités majeures. Donc, troisième point, la consolidation et l'optimisation des coûts. Donc, comme c'est le cas, on va dire, pour la plupart des organisations avec qui on travaille de taille moyenne et grande, notre client avait, on va dire, cumulé une multitude d'outils de sécurité, entraînant une multiplication de portails de sécurité associés. Donc, il y avait des portails un peu partout. Donc, avant la mise en place de cette plateforme de sécurité, le choix de ces solutions, de ces portails, etc., a été guidé, on va dire, au fil du temps par les problématiques spécifiques telles que le déploiement d'une solution antivirus d'un éditeur pour, on va dire, les postes de travail, d'une autre solution EPP, par exemple, d'un autre éditeur pour les serveurs. Il existait également d'autres solutions éditeurs pour, par exemple, tout ce qui est scan de vulnérabilité, pour les campagnes de phishing, sans parler bien sûr des solutions maison pour des thématiques de type gouvernance d'identité ou tout ce qui est autour de la sensibilisation au risque de phishing. Donc, bref, la consolidation, on va dire, des solutions de sécurité s'est imposée comme une étape cruciale visant à créer, on va dire, cette plateforme intégrée. Donc, cette approche avait un double objectif, d'une part, renforcer la cohérence des systèmes, mais également optimiser les coûts, une considération, on va dire, qui était essentielle dans le contexte économique de ce client et bien sûr le contexte d'une façon générale économique qui est exigeant aujourd'hui. Donc, quatrième et dernier point, la modernisation du SOC existant. Donc, le client a soulevé une autre problématique, en fait, qui était liée à l'inefficacité de leur SOC actuel, donc qui était, comme je disais tout à l'heure, géré par un MSSP. Les processus métiers n'étaient pas optimisés. Les délais de réaction, on va dire, n'étaient pas à la hauteur de ce qui était attendu, donc ils étaient lents. Et les coûts liés, on va dire, à l'infogérant, incluant non seulement les analystes, mais également l'infogérance, etc., et les coûts internes, on va dire, des solutions qui étaient utilisées par cet infogérant, comme par exemple le SIEM, le SOAR et la threat intelligence, étaient, on va dire, tout simplement trop élevés. Donc, en parallèle, il y avait aussi une remise en question du rôle de ce MSSP. Donc ça, c'était vraiment un moment clé, marquant une volonté affirmée de notre client d'internaliser
la gestion des événements de sécurité. Donc, pour résumer, les SOC existants en tant que pivot, donc c'est vraiment un pivot central de dispositifs de sécurité et il nécessitait vraiment cette modernisation majeure. Merci Rafik pour le rappel de ces différents besoins qui ont été exprimés par le client. Donc la consultation, elle a eu lieu en plusieurs étapes. Ça a été assez long dans l'approche, puisque le client a une approche assez globale. Il n'a pas voulu juste uniquement avoir le choix d'un outil, mais il a voulu avoir une approche qui était plus directe, holistique sur l'ensemble de ces éléments. Donc il est reparti de la définition un peu de ses forces et faiblesses. Il a analysé les points, les points d'optimisation et il a déterminé en fait les différents besoins qu'il avait à couvrir en termes d'évolution dans sa réponse, dans sa sécurisation, sa protection. Donc il a fait une première sélection d'éditeurs avec une vision XDR. Surtout, il voulait avoir un éditeur qui avait une vision assez large sur la partie XDR SIEM, avec une roadmap établie qui pourra intégrer en fait les nouvelles technologies qui sont à venir. On sait très bien que ce sont des produits qui évoluent très rapidement. Donc il y a eu des différents ateliers techniques avec Microsoft qu'on a fait conjointement également, et il y a 2 éditeurs qui ont été choisis. Ensuite, le client il a souhaité aller assez loin pour valider les promesses des éditeurs. Donc on a travaillé vraiment avec le client, avec Microsoft sur la définition du POC, sur l'intégration des différentes solutions dans un périmètre réduit, et ce qui nous a permis de mieux connaître son environnement, mieux connaître ses enjeux, et on a fait le client a voulu mener différents tests sur la plateforme, des tests de détection et d'intrusion pour vérifier les différentes informations qui étaient remontées dans la plateforme. Donc à la suite de ça, il y a eu différentes soutenances. Il y a eu des itérations également, différents pilotes sur différents périmètres, mais il y a eu la soutenance et en fait, il y a eu un choix. Le client a choisi Metis et Microsoft sur la partie solution et accompagnement sur ce projet. Donc maintenant, on va vous présenter l'environnement technique. Merci Jérémy. Donc notre client, pour revenir à l'environnement technique, devait relever plusieurs défis majeurs. Donc, dans le premier, était lié vraiment à la gestion de plusieurs de ces environnements. D'ailleurs, on ne parle pas d'un environnement, on parle de plusieurs. Tout d'abord, l'environnement IT classique qui comprend les postes de travail, les outils collaboratifs, donc en l'occurrence Teams, SharePoint Online, OneDrive. Il y avait aussi l'Azure AD, des applications SaaS, principalement Box, Office 365, ServiceNow, Salesforce, par exemple, pour tout ce qui est CRM. Il y avait également, du côté infrastructure, plusieurs types de serveurs, donc du Linux, du Windows Server. Il y avait aussi une infrastructure VMware, ainsi, on va dire, que des équipements réseau plutôt classiques, des firewalls, des proxys, des sondes, etc. Donc, de plus, il y a également en fait, cet environnement outil dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était complètement isolé, qui présente bien sûr des caractéristiques typiques de ce type d'environnement, donc avec une prévalence importante de systèmes d'exploitation obsolètes, tels que des machines de type Windows XP, Windows Server 2003, et bien sûr d'autres vieux systèmes. Notre client utilise également, on va dire, les services cloud de 2 fournisseurs, à savoir Microsoft, donc pour la partie Azure, avec la partie Azure, mais également Amazon, donc AWS, pour, on va dire, les services de type IaaS et PaaS, donc les principaux workloads qui nous ont été remontés, les plus utilisés, c'était principalement des VM. Donc ça, c'était vraiment les principaux workloads qui étaient utilisés. Donc c'est des serveurs Windows, Linux, que ce soit sur Azure, Amazon. Il y avait aussi un peu de PaaS, donc du bucket S3 pour tout ce qui est stockage sur Amazon, mais également l'équivalent côté Azure, donc le storage account,
Et bien sûr, il y avait d'autres workloads de type les Key Vault, les bases de données de tout type, les clusters Kubernetes, etc. Donc, un deuxième défi technique lors de ce projet découle, on va dire, de la diversité des solutions antivirus et de protection des appareils qui étaient mises en place. Donc, on parle ici d'EPP, Endpoint Protection Platform. La coexistence de produits tels que Symantec, Trend Micro, Qualys, pour n'en citer que quelques-uns sur différents serveurs et postes de travail, ou aussi sur le réseau, on va dire OT, introduit une complexité de gestion via plusieurs portails sécurité. Donc, comme on disait tout à l'heure, cette diversité de solutions requiert bien sûr une approche homogénéisée pour garantir une protection uniforme et efficace. Donc, l'un des points cruciaux concerne certainement aussi le manque de sécurité sur certains éléments clés de l'infrastructure, tels que l'AD. Donc, il n'y avait pas de solution pour détecter des attaques, par exemple, passe de hash, passe de ticket, tout ce qui était lié à Kerberos, NTLM, etc. Mais également tout ce qui est autour de la sécurité de la collaboration. Donc, le client avait une solution pour protéger le flux de messagerie, mais il n'y avait pas, cette solution ne couvrait pas Teams, SharePoint, OneDrive, donc les outils collaboratifs qui étaient utilisés par le client. Donc, en particulier aussi les environnements Amazon et Azure qui étaient tout simplement dépourvus de toute sécurité appropriée, exposant ainsi potentiellement l'organisation et ce client à des risques significatifs de mouvements latéraux depuis le cloud vers le système d'information classique et vice-versa. Donc enfin, le dernier défi technique identifié était l'absence de solutions de détection et de réponse étendue, donc ce qu'on appelle le XDR, ce qui signifie que l'organisation ne dispose pas d'un outil centralisé pour détecter, comprendre et répondre de manière coordonnée en menaces. À noter au fait que l'introduction d'une solution XDR est cruciale pour renforcer la posture sécurité, mais également améliorer la réactivité face aux incidents potentiels. Donc, je te laisse, Jérémy, peut-être développer le point sur le SOC. Oui, merci Rafik pour le rappel des différentes existants techniques et les problématiques que ça engendre. Et effectivement, sur la partie SOC, on voit bien que le périmètre couvert était limité et que les attaques ne se limitent pas uniquement à ce qui était couvert par le SOC. Donc, ça correspond à un niveau de maturité initial, on va dire, du SOC, avec uniquement certaines briques qui sont en visibilité. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, le SOC n'aura pas toute la visibilité sur les différents vecteurs d'attaque et les infrastructures ne seront pas supervisées par le SOC. Donc aujourd'hui, on sait que via la multiplication des chemins d'attaque, il est extrêmement important d'avoir une couverture assez large pour le SIEM et pour pouvoir avoir en visibilité ce qui se passe et pouvoir réagir de manière efficace. Donc voilà, ce qui entraîne en gros des possibilités de détection réduites. Peut-être prendre en compte, on est moins expert sur le sujet, mais QRadar a une tarification à l'événement, ce qui peut aussi déterminer le choix du client de finalement limiter des informations qui remontent dans le SIEM. Donc on va voir maintenant la solution qu'on a proposée au client, auquel il a complètement adhéré. Merci Jérémy. Donc oui, la solution que nous avons préconisée au fait, pour ce client, pour répondre aux besoins spécifiques, s'articule en partie autour de la plateforme Microsoft 365 Defender, donc avec une attention particulière portée à la consolidation des différentes briques Microsoft qui étaient déjà en place. Le déploiement, on va dire, complet des composants Microsoft 365 Defender a formé ainsi, on va dire, ce qu'on appelle un socle de base de notre solution, notamment avec Defender for Office pour sécuriser le flux des emails. Donc, on a remplacé la solution existante, mais également répondre, on va dire, à la protection des environnements collaboratifs, Teams, SharePoint, OneDrive.
Il y avait également Defender for Endpoint pour tout ce qui est lié à la sécurité des postes de travail, mais également des serveurs, des mobiles, des IoT d'entreprise. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était aussi un vecteur d'attaque. On a aussi travaillé sur la partie protection de l'AD, ADFS, en déployant Defender for Identity. Et il y avait également Defender for Cloud Apps pour tout ce qui est sécurité des applications SaaS. Et enfin, pour les sujets d'identité, donc c'était plutôt Intra ID qui a été mis en place pour protéger les identités qui étaient dans Azure AD. Donc cette approche holistique garantit une couverture complète et coordonnée pour détecter et répondre aux menaces. Une attention particulière a été accordée à la consolidation, on va dire, de fonctionnalités EPP et de scan de vulnérabilité, donc en remplaçant des solutions qui étaient déjà en place sur plusieurs périmètres, donc en l'occurrence Trend Micro, Symantec, Qualys, par une seule brique technologique qui est Defender for Endpoint, donc que ce soit pour les postes de travail, mais également pour les mobiles et les serveurs. Pour ce qui est de la sécurité dans le cloud, donc, on l'a renforcé en déployant Microsoft Defender for Cloud, donc englobant les aspects de posture sécurité, ce qu'on appelle la protection des workloads, donc que ce soit sur le IaaS, donc l'infrastructure à service, mais également sur le PaaS, plateforme à service, sur les deux plateformes multi-cloud, donc Azure et AWS. Cette approche garantit une sécurité optimale dans les environnements cloud, en couvrant deux thématiques principales, on va dire, de multi-cloud, donc ce qu'on appelle le CSPM, le Cloud Security Posture Management, pour tout ce qui est, on va dire, durcissement des environnements cloud. Et le deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle le CWPP, le Cloud Workload Protection Platform, pour détecter, pour remonter des alertes quand il y a des incidents, bien sûr sur Azure, mais également sur Amazon. Et au-delà, on va dire, des multi-cloud, avec la même technologie, on couvre aussi l'infrastructure, on va dire, on-prem, que ce soit des bases de données, des serveurs, du Kubernetes. Il y avait aussi Microsoft Sentinel, donc qu'on a positionné en tant que SIEM, donc Security Information and Event Management, mais également en tant que SOA pour le côté orchestration, automatisation de la réponse, qui avait, on va dire, dans ce contexte-là, un rôle de chapeau et qui a aidé à consolider l'ensemble des logs de sécurité et des alertes qui provenaient de diverses sources, telles que des équipements réseau, donc les pare-feux, les proxys, les sondes d'outils, via des protocoles plutôt standards, donc le syslog, le Ceph. Et dans certains cas, c'était plutôt des intégrations via des API, par exemple pour ce qui est d'Amazon, CloudTrail, les buckets S3. Et dans d'autres cas, c'était plutôt standard. Donc, il y avait déjà des connecteurs sur étagère, par exemple, pour intégrer Microsoft 365 Defender ou Defender for Cloud. Donc, cette centralisation a permis d'offrir une vision unifiée pour la détection des incidents de sécurité, mais également et surtout d'ailleurs en fait, pour orchestrer, on va dire, et automatiser la réponse. Donc, au résumé, cette plateforme sécurité globale XDR et SIEM qui se compose de briques spécialisées, donc aligne des capacités de Defender, donc avec une approche intégrée, offrant ainsi à notre client une défense avancée contre les menaces, une visibilité approfondie et une réponse rapide et coordonnée en cas d'incident. Donc d'autres sujets auraient pu être, on va dire, bon, je parle au conditionnel ici, lors de ce projet, mais ce n'était pas encore le cas de ce client à l'époque. On n'avait pas évoqué ces thématiques, comme par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui le CNAPP, le Cloud Native Application, le Cloud Native Application Protection Platform, qui va au-delà, on va dire, du CSPM et du CWPP, donc pouvant également regrouper d'autres domaines, comme par exemple le DevSecOps, pour sécuriser le code. Donc, en l'occurrence, notre client, il avait du GitHub, il avait un peu de GitLab aussi. Le KM, donc le Cloud Infrastructure Entitlement Management, donc pour tout ce qui est liste privilège, mais
orienté multi-cloud, donc Amazon et Azure. Et il y avait aussi une autre thématique qui était intéressante qu'on n'avait pas eu de temps d'adresser, c'était tout ce qui est autour de l'ASM, donc Attack Surface Management, qui aurait permis, d'ailleurs, c'est un sujet qu'on va adresser prochainement avec ce client-là, qui permet de donner de la visibilité, on va dire, sur la posture sécurité de l'extérieur, dit autrement, d'un point de vue de l'attaquant. Dernier sujet, et d'ailleurs d'actualité aujourd'hui, mais encore qu'on n'a pas évoqué lors de ce projet avec ce client, c'était sorti juste après. C'est tous les cas d'usage autour de l'intelligence artificielle générative avec Microsoft Security Copilot euh, qui sont aujourd'hui plus que nécessaires, surtout dans un monde où tout va trop vite, très vite, où les compétences en cybersécurité sont très limitées. Donc, je développerai bien sûr ce point par la suite dans la partie nouveauté. Pour ce qui est du SOC existant, les équipes d'analystes sécurité donc restent actives, donc il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là, avec moins d'analystes niveau 1, car la plateforme sécurité, car l'UXDR qu'on a mis en place qualifie davantage, on va dire, d'événements de sécurité en alerte et incidents. Donc, il y avait moins de choses à qualifier, il y avait moins de phases de triage côté SOC niveau 1. Cependant, le nombre, on va dire, d'analystes niveau 2 a été légèrement augmenté parce que, voilà, le SOC était plus orienté investigation, on va dire plus en profondeur sur les incidents pour recueillir des indicateurs de compromission, ce qu'on appelle des IUC, pour permettre d'enrichir la plateforme. Donc, pour faire simple, le SOC géré par l'UMSSP, aujourd'hui, chez ce client, se focalise davantage sur son cœur de métier, qui est l'analyse des menaces, et collabore plus facilement avec les équipes clients, donc sur cette même plateforme sécurité, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, les nouveautés par rapport à la situation précédente est que ce MSSP, aujourd'hui, n'héberge plus de plateforme SOC pour le client, donc n'impose plus, on va dire, de coûts d'infogérance, de plateforme et de licence. Voilà, c'est vraiment son cœur de métier, c'est devenu l'analyse approfondie. Et d'ailleurs même, ce MSSP utilise, on va dire aujourd'hui, la plateforme du client, apporte aussi une certaine expertise en améliorant, on va dire, la détection avec une threat intelligence, en plus de ce qui existait déjà sur cette plateforme, ce qui existe sur cette plateforme. Voilà, il enrichit aussi la plateforme avec des règles de corrélation spécifiques, avec des tableaux de bord. Donc ça, c'est la valeur ajoutée de l'infogérant aujourd'hui. Donc les processus métiers, comme je disais tout à l'heure, sont définis pour les interactions avec le client. Elles sont également effectuées sur cette même plateforme, c'est ce qui facilite vraiment les interactions avec ce client. Je peux rajouter un petit point. D'un point de vue, nous, métier SOC, hein, si on a à prendre en compte une architecture telle, on voit bien la différence entre l'architecture précédente du client en termes de visibilité pour le SOC et maintenant avec cette nouvelle architecture. Donc cette architecture permet une visibilité bien étendue avec une solution unifiée dans une plateforme, ce qui facilite la prise en compte en termes de périmètre pour le SOC et permet d'avoir un flux plus optimisé. Dans cette architecture, ce qui est à noter, c'est que les solutions et les données restent la propriété du client. Donc, contrairement précédemment à l'architecture précédente où c'était le SOC qui amène ces solutions, c'est aussi des possibilités hein, dans les différents services SOC. Mais là, aujourd'hui, les technologies sont acquises par le client, les données restent dans son environnement. Et en tant que SOC, en tant que MSSP, en fait, on vient se connecter à l'infrastructure via une technologie qui s'appelle Lighthouse, qui permet d'opérer le service SOC et de se connecter. On va connecter notre outil directement sur l'environnement du client et permettre d'avoir la visibilité de ce qui se passe.
Donc, un avantage pour le client notamment, c'est une réversibilité très rapide et sans impact, puisque s'il veut changer de MSSP demain, il suffit de décrocher, raccrocher un partenaire différent. Donc, on va passer maintenant sur la roadmap du projet, les différentes phases du projet. Donc, de manière classique, une fois qu'on a pas mal travaillé avec le client en amont pour valider certaines choses, certaines intégrations, mais on est reparti dans un mode plus classique avec les phases habituelles qu'on retrouve dans un projet. Donc, la phase de design où on va revoir de manière plus large les différents, la documentation de l'architecture générale, l'architecture détaillée, les prérequis par rapport aux différents environnements que le client avait. Et on a vu précédemment qu'ils étaient assez hétérogènes. La phase de build, qui elle va prendre en compte tout le travail qui a été fait déjà pour le POC et qui va l'étendre à un périmètre. Et on va être un peu plus, on va s'adapter aux configurations ciblées de manière plus détaillée. Et là également, on a toute la livraison des différentes documentations pour le client pour qu'il puisse prendre en compte cette architecture en termes de production. Le client avait énormément de configurations différentes à cause des OS non supportés par exemple, ou des environnements IT/OT, différents multi-cloud, différentes versions d'OS qui n'étaient pas que du Microsoft. Ensuite, on a la phase de généralisation. Donc là, on a fait une extension par vague du périmètre. On parlera plus tard, mais ça a imposé, avec le délai imposé par le client, qui voulait aller assez vite sur cette phase de déploiement généralisation. On a eu quelques complexités et on en parlera plus tard sur les leçons apprises, notamment à ce sujet-là. Notamment à cause de systèmes peut-être mal maîtrisés ou qui n'étaient pas complètement à jour. Ça va complexifier la partie déploiement. Enfin, la phase d'optimisation. Une fois que les systèmes ont été déployés, sont déployés, on est resté auprès du client pour passer en revue les différentes remontées, adapter les configurations et garder ce lien avec le client pour assurer la continuité du projet et son succès. On a également travaillé sur l'automatisation des actions qui étaient possibles pour aller plus loin. On va passer sur les difficultés qu'on a rencontrées sur ce projet. Comme on l'a dit, le fait d'avoir une approche assez globale avec le client, c'était une très bonne démarche parce que ça lui a permis d'aller voir les éléments qui étaient vraiment à évoluer pour améliorer sa protection et améliorer le service du SOC. Mais ça a complexifié le projet dans le sens où les interlocuteurs ont été très nombreux, en France, à l'étranger. Donc l'animation technique avec différentes contraintes, puisqu'on touchait différents métiers dans l'entreprise, différents SI. Donc ça a forcément, en termes de gestion de projet, en termes de diffusion de l'information, ça n'a pas été si simple que ça. Donc on va dire que la multiplication des interlocuteurs a été un enjeu hyper important pour respecter les délais courts imposés par le client. Le fait d'avoir des périmètres IT multiples, de l'infra classique, l'IT industriel, ça a engendré des difficultés techniques puisque les systèmes industriels sont faits pour peu évoluer et fonctionner sur des dizaines d'années, ce qui oblige d'avoir une stratégie spécifique pour les OS non supportés, au sens non supportés par Microsoft. Dans ce cas, on a accompagné le client pour voir quels étaient les systèmes qu'on pouvait mettre à jour et optimiser la prise en charge, mais aussi pour segmenter au maximum ces systèmes pour qu'ils soient un peu à part et éviter les attaques sur ces systèmes qui étaient obsolètes et qu'on pouvait pas patcher. Donc, l'hétérogénéité des systèmes a obligé à adapter nos plans d'onboarding pour chacun des périmètres qui n'aient pas le même niveau de mise à jour, par exemple. Et certains déploiements ont été ralentis à cause de ça. Et la bonne stratégie aurait été peut-être de mieux vérifier les prérequis pour s'assurer un
un déploiement plus optimal. Et après, tout ça, ça s'est géré, ça s'est détecté, et on a pu ajuster nos scripts pour avoir un taux de succès important. Et également, la partie cohabitation et transition. Le client forcément avait des exigences assez fortes pour maintenir le niveau de sécurité et la bascule entre les deux technologies. Donc ça a aussi été assez un sujet assez critique pour le client entre la bascule, puisqu'il avait désactivé complètement l'antivirus intégré, Defender, et donc ce qui n'est pas forcément une bonne pratique. Il vaut mieux le mettre en mode dormant plutôt que essayer de le désactiver complètement. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Donc ça a été une des difficultés, et une des leçons apprises, c'est qu'il vaut mieux le laisser se mettre à jour, même s'il est en mode dormant, mais au moins quand on doit le réveiller et qu'il y a une transition, il est déjà à jour et la transition est plus fluide, on va dire. On va passer au choix. Pourquoi Métis, pourquoi Microsoft? Je vais laisser Rafik démarrer. Donc oui, un des points forts de notre solution, donc comme vous l'avez sans doute compris donc, tout au long de ces premiers slides, c'est l'aspect plateforme sécurité donc, qui a permis l'adoption d'une solution technologique unique, intégrant de manière optimale, on va dire, des capacités d'NCM et d'NSOAR, mais également la partie plateforme XDR. Donc cette convergence a permis de faire davantage de choses avec moins de ressources, rationalisant ainsi les opérations de sécurité. Donc la solution proposée, c'était plutôt bien adapté, comme disait au fait tout à l'heure Jérémy, à quelques exceptions près, pour gérer la complexité de ces environnements qui étaient existants, tout en ayant les capacités de relever les nouveaux défis de demain. Donc ça, c'est vraiment important, c'est que tout ce qui a été fait, c'était d'une part pour résoudre des problèmes actuels, mais voilà, on sait que les sujets de sécurité ils vont évoluer. Donc, il y avait cette dimension, on va dire, future qui était prise en compte lors de ce projet. Donc, cette agilité garantit une adaptabilité en continu, on va dire, aux évolutions du paysage des menaces. La simplification de l'architecture et la consolidation des compétences au sein d'une plateforme unifiée a ainsi, on va dire, simplifié la gestion au quotidien en réduisant la complexité opérationnelle pour les équipes sécurité, donc qui deviennent de plus en plus efficaces parce que voilà, ils travaillent sur une même plateforme, donc il n'y a pas cette multiplicité d'outils à traiter. Donc l'approche qui a été choisie ça a permis de faciliter aussi la mise en place, la maintenance et l'utilité, on va dire, de la solution, en garantissant une infrastructure sécurisée, on va dire, sans compromis sur la facilité d'utilisation. Donc, sur l'aspect financier, donc ça, c'était aussi un gros sujet. Donc là, on a parlé pas mal consolidation, simplification, etc. Mais voilà, enfin, tout au long du sujet, tout au long de ce projet, on avait un mot d'ordre, OK, voilà. Et il faut vraiment travailler sur le côté financier. Donc, et du coup, la structure de licence qui a été conçue pour maximiser, on va dire, a été conçue pour maximiser l'efficacité tout en contrôlant les coûts, assurant ainsi une utilisation économique des ressources et une prédictibilité des coûts. Donc ça, c'était aussi un enjeu, c'était vraiment de se dire, OK, aujourd'hui, combien ça coûte et demain, si on doit déployer de nouveaux composants, etc., combien ça nous coûterait. Et enfin, l'objectif avec ce client-là, en particulier, c'était d'aller au-delà, on va dire, d'un simple projet de vente de solutions ou d'intégration. Donc, notre objectif avec Métis, c'était vraiment d'accompagner ce client sur la durée, donc que ce soit les étapes d'avant-vente, donc ils ont permis de déployer ce projet, mais également lors des phases de déploiement. Un petit point à rajouter côté intégrateur, on va dire. Pourquoi Sentinel? Alors, nous, on est le choix côté intégrateur, on va dire, on l'a fait assez naturellement de par notre partenariat avec Microsoft. Donc, c'était un choix assez naturel.
Après, d'un point de vue MSSP, donc initialement, on a intégré plusieurs technologies. Il y a de ça plusieurs années en arrière, mais aujourd'hui, plus de 80% est sur du Sentinel et c'est le choix prioritaire de nos clients de se diriger vers cette solution, de par le fait que les données restent chez le client, le fait de pouvoir avoir une réversibilité optimisée. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que les solutions ont grandement évolué, le niveau de maturité des produits est tel qu'aujourd'hui, que c'est le niveau de maturité, on va dire, atteint est très bon. Et d'ailleurs, on a fait un webinar pourquoi Metis a choisi Sentinel. On vous mettra le lien également dans le chat si vous voulez plus d'informations sur ce choix et pourquoi il a été et c'est un bon choix et qu'il a été bénéfique. Donc on peut dire que, en conclusion, le projet là qui a été mené, il y a eu vraiment une association forte entre l'intégrateur et l'éditeur, ce qui a permis d'assurer un suivi régulier avec le client et pour maintenir le lien et pouvoir faire évoluer les sujets. Puisqu'on sait que ces sujets-là, ils évoluent, il y a des nouveautés qui sont disponibles dans les interfaces et dans les solutions, donc ça permet de maintenir le lien avec le client et de faire évoluer ces solutions assez en direct. Alors, on va passer aux prochaines étapes par rapport aux clients. Donc toute la partie intégration du périmètre, on appelait EDR initialement. Ça a été fait. On a la partie XDR avec les différentes suites Defender qui sont en cours ou quasiment finalisées. Et ça, on peut dire que ça correspond au socle du client. Il a mis en place les fondations avec les différentes technologies qu'il a choisies. Et ce qui permet d'avoir un socle fort sur lequel va pouvoir se reposer ensuite l'ensemble des technologies et le SOC. Donc la partie extension des couvertures des périmètres IT, ça on en a parlé. Il est parti d'une couverture assez faible à une couverture très large. Et demain, la troisième étape qui va arriver l'année prochaine, c'est vraiment la partie modernisation du SOC. Comme on le voit, le client maintenant est maître de ces solutions et de ces technologies et il va faire un appel d'offres probablement sur l'intégration des nouvelles possibilités offertes par les outils aujourd'hui avec de l'UEBA, du SOAR, de l'IA et renforcer en fait tous ces sujets pour avoir une détection optimisée. Au-delà, là je me place plus du côté Med6 MSSP, on voit que les services offerts par un MSSP peuvent être plus larges. Nous, on intègre chez Med6, on peut accompagner les clients sur un périmètre de solutions, mais aussi sur l'intégration de services pour tirer parti au maximum de ces technologies avec de la CTI, du VOC, du CERT, de l'identification, la protection, la détection, la réponse et la récupération. On peut se positionner sur les différents éléments. Je crois que c'est tout. On va pouvoir passer aux différentes leçons apprises lors de ce projet. Donc le fait d'avoir une approche globale était vraiment un point très différenciant dans l'approche de ce projet, ce qui permet d'avoir voilà, une visibilité beaucoup plus complète. Par contre, si vous partez sur cette trajectoire, il ne faut pas négliger la phase de préparation. Et là, on peut dire qu'avec le client, ça s'est fait au pas forcé, mais ça nécessite des synchronisations plus importantes avec différentes équipes qui sont peut-être pas basées au même endroit, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui parlent pas le même langage des fois. Donc, il faut vraiment travailler sur la préparation en amont, la vérification et validation des prérequis également sur la phase de préparation pour être sûr d'avoir un taux de déploiement qui soit le plus haut possible et ne pas prendre du temps sur le traitement d'incidents qui sont juste finalement des prérequis qui n'ont pas été respectés.
Voilà, les niveaux de page sont très importants à prendre en compte sur certains composants. Et voilà, le fait d'avoir des OS différents, des OS supportés, non supportés, des contrôleurs de domaine, du serveur core, ça a obligé les équipes à s'adapter à chaque prérequis et chaque configuration. Également, quand on intègre des nouvelles solutions, souvent quand on passe d'un produit à un autre, il faut que le client bien faire comprendre au client que les technologies n'ont pas forcément le même fonctionnement. Et donc du coup, on va pas récupérer l'ensemble, par exemple, des exclusions. Quand on passe d'un produit à un autre, il faut d'abord bien comprendre comment fonctionne le produit, le nouveau produit qu'on va intégrer, et parce que ça peut être contre-productif en fait. Donc il faut récupérer avec parcimonie ces différents paramétrages, comprendre comment fonctionnent les solutions pour pouvoir avoir un niveau de sécurisation qui soit optimal et pas dégrader finalement la sécurité globale finalement en reprenant des éléments de l'outil précédent. Également, donc sur la partie accompagnement, ce qu'on s'est rendu compte, on le savait, mais on a pu le mettre en place avec ce client, c'est d'avoir un accompagnement vraiment continu. Ça a été très intéressant et bénéfique pour le client. Il y a eu cette phase en amont, la phase du POC, la phase une fois que le choix a été fait pendant le projet, mais de garder un lien post-déploiement a été extrêmement bénéfique pour le client, pour les différentes parties prenantes du projet. La partie financière, le client a ouvert ses livres, on va dire, et il est allé assez loin dans le partage d'informations sur ces outils, sur les différents coûts. Ça permet d'identifier le ROI et de démontrer les différentes optimisations avec en plus une montée importante au niveau du service. Donc ça, ça prend du temps, mais souvent on arrive à trouver les optimisations qui sont nécessaires. Je crois que j'ai fait le tour sur les différents points. Merci Jérémy. Donc maintenant on va passer, on va dire, en nouveauté. Donc depuis, on va dire, l'intégration de ce projet. Bon, de toute façon, c'est un projet qui est toujours en cours. Hein. Et pourquoi est-ce que je parle des nouveautés? Parce que de toute façon, comme je disais tout à l'heure en introduction, les solutions de la sécurité, elle évolue, les solutions avec. Et du coup, depuis, il y a eu de nouvelles fonctionnalités qui étaient annoncées, liées, on va dire, à cette notion de plateforme sécurité, dont bien sûr va bénéficier systématiquement notre client sans effort particulier et sans coût supplémentaire. Donc l'annonce la plus importante, on va dire, qui concerne directement notre client, c'est la consolidation encore plus forte. Donc, tout à l'heure, on a parlé du fait qu'il y avait Defender for Cloud, Defender, M365 Defender et Sentinel, donc, qui était complètement intégré, etc. Donc, c'était ça, notre plateforme sécurité. Donc là, avec la nouvelle annonce, on va encore aller techniquement plus loin. Donc, on n'aura plus 3 solutions, mais plutôt une seule solution. On va pousser encore cette logique plateforme sécurité plus loin avec l'intégration de plusieurs éléments clés de la cybersécurité au sein, on va dire, d'une seule console dédiée qui s'appelle Microsoft Defender XDR. Donc, cette plateforme Tutonia rassemble, on va dire, les fonctionnalités essentielles de la sécurité. Donc, le SIEM pour tout ce qui est détection des incidents, gestion des logs, etc. Le SOAR pour orchestrer la réponse, le XDR pour être plus près des sources, pour détecter, pour faire aussi les réponses le plus tôt possible, mais également d'autres sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, donc l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un gros sujet, surtout pour des clients qui ont des problématiques
de compétences, d'équipes, etc. Donc, qui ont des équipes sécurité réduite, ce qui est le cas de la majorité de nos clients aujourd'hui. Il y a aussi le sujet de la threat intelligence, donc ça c'est quelque chose qui évolue aussi, mais également notre sujet qui est intéressant, ce qu'on appelle le XSPM, donc la sécurité de la posture management étendue, donc le Extended Security Posture Management. Donc si aujourd'hui, on va dire, si on réfléchit simplicité on va dire de consolidation, de portail, etc. Donc on va dire que c'est un unique sur le marché parce que voilà, d'un point de vue technique et opérationnel, c'était quelque chose d'assez disruptif sur le marché. Donc là, l'avantage de cette approche réside dans une consolidation, on va dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc encore plus forte des briques sécurité pour offrir cette visibilité complète et pour gérer la sécurité d'une façon plus unifiée. Ajouter à cela des capacités de réponse. Donc, il y a eu aussi notre annonce qui était faite. Donc, c'est tout ce qui est autour de ce qu'on appelle Automatic Attack Disruption. C'est le principe, c'est de bloquer le plus tôt possible et de façon automatique. Donc, d'avoir une conviction sur un type d'alerte. Donc, ça peut être par exemple du ransomware, ça peut être ce qu'on appelle de l'AITM, donc Adversary in the Middle. Ça peut être du business email compromise, donc du BEC, ou par exemple des attaques sur SAP. Donc vraiment, l'idée est d'anticiper ces attaques, d'être aux prémices, on va dire, de ces attaques et les bloquer le plus tôt possible. Également, l'intégration de l'intelligence artificielle générative, donc, qui représente une autre dimension aujourd'hui sur ce côté novateur. Cette technologie va permettre à la plateforme de générer de manière proactive des réponses adaptées en nouvelles formes de cybermenaces, offrant ainsi une défense proactive et évolutive. Donc ensemble, cette solution tout en un redéfinit, on va dire, les standards de sécurité qu'on connaît aujourd'hui en combinant intelligence artificielle, automatisation, anticipation, offrant ainsi, on va dire, une réponse plus complète et efficace aux défis qui sont complexes aujourd'hui dans le monde de la cyber. J'en profite pour vous montrer quelques écrans de ces solutions. Donc jusque-là, on a parlé d'architecture, etc. Donc c'est toujours intéressant d'avoir le détail, on va dire, de cette console, de se mettre un petit peu dans la peau d'un SOC analyste et de voir à quoi ressemble justement cette plateforme. Donc là, c'est un aperçu de la nouvelle interface. Donc on y voit bien sûr la consolidation de Sentinel avec Microsoft 5 Defender au sein d'un même portail sécurité. Un des éléments les plus importants à retenir, c'est vraiment cette consolidation des incidents. Donc l'ensemble des corrélations qui seront faites par le SIEM. Donc ça va être par exemple via Sentinel, donc il y aura des détections qui seront remontées par Sentinel, des détections qui seront remontées par Defender for Cloud, donc la partie Cloud or Cloud Protection Platform, mais également de M365 Defender. Donc tout ça sera consolidé avec une vue unifiée et simplifiée. Donc il y aura juste à accéder à la partie incident et du coup on aura tous les signaux qui seront agrégés à ce niveau-là. Donc avec, vous voyez ici en haut à droite les métriques. Finalement, ce genre de métriques, c'est le genre de choses qu'on voit beaucoup plus côté SOC. Donc avant, on traitait ça avec Sentinel. Aujourd'hui, donc la console XDR va aussi nous donner des métriques propres au SOC, donc pour suivre l'efficacité de notre SOC, donc ce qu'on appelle le mean time to knowledge, donc le temps qu'il faut pour prendre connaissance on va dire, d'un incident, et le mean time to close, le temps qu'il faut pour clôturer l'incident. À noter que l'idée, c'est que ce temps-là, il faut qu'il soit réduit au maximum, d'où, on va dire, l'automatisation et l'orchestration rapide, on va dire, de la réponse, avec la possibilité, au fait, aussi de voir le temps qu'on a gagné grâce à cette automatisation. Donc, le suivi aussi en bas, le suivi des menaces. Le suivi des menaces, en fait, à travers des articles de la threat intelligence. Donc, on le voit, en fait, tout à droite, en bas à droite. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une idée de l'actualité des menaces
avec des annotations. Elles seront triées, bien sûr. En fait, cette actualité sera triée selon l'actualité du moment. Donc, on y voit également les capacités d'extension, donc ce qu'on appelle, il y a ceux qui appellent ça l'OpenXDR, mais c'est vraiment de se dire, OK, voilà, d'une part, il y a tout ce qui vient avec la solution, donc les intégrations natives, etc. Et du coup, on sait qu'à un moment donné, le client il est différent, donc il faut avoir cette ouverture pour pouvoir enrichir cette plateforme avec de nouvelles sources de logs. Donc, ça peut être des équipements réseau, ça peut être des environnements on-prem, des choses comme ça, etc. Donc, avoir cette capacité de faire évoluer cette plateforme en rajoutant ces nouvelles sources de logs, mais également rajouter de nouvelles sources de threat intelligence via des standards, par exemple, comme Stick, Taxi, etc. Donc, si un incident, par exemple, a été déclenché, l'analyste pourra rentrer dans le détail de cet incident, comme par exemple, et peut voir, par exemple, comme vous voyez ici, la timeline des alertes concernant cet incident, les assets qui sont concernés, les évidences, etc. Donc, un des éléments importants à retenir ici, c'est vraiment la richesse des alertes provenant de plusieurs sources et les liens entre ces alertes via un graphique interactif, via le graphique que vous voyez au fait ici, qui permet de montrer le détail d'une chaîne d'attaque. C'est vraiment par où ça a commencé, comment ça a évolué et l'impact derrière. Donc le tout, avec l'aide de l'intelligence artificielle, c'est vraiment la partie à droite que vous voyez ici. Donc, il y a Security Copilot qui est intégré nativement, donc c'est ce qu'on appelle un mode immersif, qui va jouer un rôle d'assistant permettant de donner une vue 360 degrés sur tout ce qui s'est passé dans cet incident, mais également de proposer des actions de remédiation, comme vous le voyez ici, par exemple, qualifier un incident, désactiver un compte, isoler une machine pour bloquer la menace. Donc, Security Copilot, en l'occurrence, l'intelligence artificielle générative, elle a également, elle va être utilisée aussi pour, toujours dans cette perspective d'aider les analystes et on va dire, de les rendre, de les mener vers des terrains qu'ils ne connaissaient pas. Donc, c'est par exemple, dans ce cas précis, certains analystes ne maîtrisent pas certains langages. En l'occurrence, ici, nous, quand on parle du XDR ou du Sentinel, on parle d'un langage qui s'appelle le KQL, le Custo Query Language. Bah, du coup, dans le cas où ces analystes ne maîtrisent pas vraiment ce langage-là, le principe, c'est de se dire, OK, j'ai mon assistant Copilot, je lui pose la question dans un langage naturel, et du coup, derrière, ce que va faire cet assistant, le Security Copilot, il va générer la requête SQL adéquate, il va l'injecter automatiquement dans l'éditeur en faisant gagner ainsi, on va dire, un temps précieux à ces analystes. Il y a également deux autres fonctionnalités qui peuvent rendre la vie plus facile aux analystes. Donc, comme par exemple l'explication ou l'analyse d'un script en PowerShell. Donc, on sait tous, hein, c'est pas tout le monde qui est à l'aise sur le développement. Donc, des fois, on se retrouve avec des scripts qui sont très, très complexes. Donc, un des apports de cette IA, c'est vraiment d'aider les analystes à comprendre justement ce qu'il y a derrière ces scripts-là dans un langage naturel, simplifié, etc. Et il y a un autre use case, en fait, qui est encore plus intéressant. Et ça, c'est vraiment un sujet dont rêve, on va dire, la majorité des analystes. C'est le côté reverse engineering à partir d'un exe, par exemple. Voilà, on a un malware, on aimerait comprendre ce qu'il y a dedans. Là, on ne parle pas d'un script, on parle vraiment d'un exe, par exemple, d'un binaire. Et du coup, le principe, c'est de se dire, OK, l'analyste, il aura la possibilité de faire du reverse engineering pour voir le détail de comment marche ce binaire. Donc, à noter que ces nouvelles interfaces donc, ont été présentées lors d'Ignite. Donc, c'est l'événement annuel de Microsoft. On a d'ailleurs annoncé pas mal de fonctionnalités. Certaines sont encore ce qu'on appelle en private preview, donc elles ne sont pas encore publiques. Et bien sûr, elles seront annoncées prochainement en public preview. Donc, je pense avoir fait le tour de mon côté, Jérémy. J'en profite aussi pour vous remercier encore une fois pour votre temps, pour l'écoute.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Mais vous avez aussi la possibilité de me contacter directement sur LinkedIn. En général, bon, j'essaie d'être le plus réactif possible, donc n'hésitez pas aussi, si vous avez d'autres questions, à me contacter en direct. À tous. Je te laisse, Jérémy, peut-être pour le mot de la fin. Yes, merci Rafik pour voilà, nous avoir présenté un peu dans la vraie vie les interfaces et les nouveautés. Donc je pense qu'on voilà, on a voulu vous présenter ce cas projet qui est assez intéressant. On part d'une situation où le client estimait qu'il avait un niveau de maturité assez faible sur certains sujets. Il avait énormément de solutions qui étaient intégrées, pas forcément les bonnes compétences qui étaient associées sur ces solutions. Donc tout ça amène une efficacité opérationnelle pas optimale, un coût assez important par rapport à l'efficacité globale. Il y a une tendance, on entend toujours dire, on met pas forcément tous les œufs dans le même panier, mais il y a forcément des implications sur les compétences, sur la gestion des contrats, sur les coûts. Donc là, on voit que voilà, Microsoft a atteint une très bonne maturité, et notamment avec chaque produit qui a énormément évolué et avec l'intégration dans une plateforme unique qui était annoncée à la partie XDR, qui va permettre de consolider l'ensemble des événements et de pouvoir s'ouvrir aussi sur des technologies qui ne seront pas forcément côté Microsoft. Donc on voit que les investissements côté Microsoft sont très forts sur ces sujets. Donc on est content, nous, en termes d'intégrateurs, d'avoir choisi ces solutions, et notamment pour notre SOC. Et on voit que la vision de Microsoft, elle a réellement évolué sur ces différents sujets pour permettre une optimisation de la gestion des compétences et de l'efficacité opérationnelle. Donc un point là-dessus, une petite actualité qui a été partagée cette semaine, la semaine dernière, c'est qu'on a créé une école, enfin via notre partenariat avec Microsoft et Simplon, on a créé une école de la cyber pour former des nouveaux collaborateurs sur le métier d'analyste qui vont rejoindre les rangs de Métis l'année prochaine. Donc voilà, on espère vous avoir bien démontré la transition du client avec l'existant, la démarche, le projet, les difficultés rencontrées et les leçons apprises, et vous avoir pu montrer les différentes technologies qui étaient intégrées dans ce projet. Donc on va répondre maintenant aux différentes questions, et n'hésitez pas, on peut rester en contact, n'hésitez pas à nous contacter par les différents canaux habituels. Alors, on va aller regarder maintenant les questions dans le chat que vous nous avez posées. On a répondu en direct, mais on va les dire à l'oral pour la rediffusion. Donc, il y avait une première question qui était autour des solutions existantes que le client avait et quelles sont celles qui ont été migrées vers la plateforme Microsoft. Ça, je vais laisser Rafik répondre. Donc oui, le client, il avait déjà plusieurs technologies qui étaient en place. Donc il avait deux solutions EPP, donc c'est des antivirus qui étaient déployés sur des serveurs, sur des postes de travail. Donc il y avait Symantec TrendMicro, qu'on a remplacé bien sûr par Defender for Endpoint. Du coup, on est allé plus loin. Donc on n'était pas resté sur le périmètre EPP, mais on a également déployé le DR. Sur la partie scan de vulnérabilité, donc le client avait du Qualys, et comme le scan de vulnérabilité était déjà intégré dans Defender for Endpoint, donc cette brique Qualys a été remplacée par Defender for Endpoint, qui intègre nativement les scans de vulnérabilité. Pour ce qui est de la solution qui était en place pour la protection des flux de messagerie, donc on l'a remplacé par Defender for Office. Et on a rajouté d'autres cas d'usage, comme par exemple la protection de la collaboration, Teams, SharePoint, OneDrive. Pour ce qui est du CASB, donc les solutions avaient des usages Scala. L'idée n'est pas de remplacer ces Scala, mais plutôt d'intégrer Zscaler dans cette plateforme sécurité. Donc on a intégré Zscaler avec Defender for Cloud Apps pour les scénarios de type Shadow IT. Pour ce qui est de la DADFS,
le client utilisait des outils de type Ping-Castle, par exemple, pour avoir de la visibilité sur les contrôleurs de domaine. On a mis en place Defender for Identity, qui est un capteur qu'on met en place au niveau des contrôleurs de domaine pour détecter des attaques réseau liées à du Kerberos, NTLM, donc des attaques de type passe de hash, passe de ticket, etc. Pour ce qui est du pass et du IaaS, donc que ce soit sur Azure, Amazon, il n'y avait pas grand-chose côté sécurité, donc tout était à faire. Et pour ce qui est du SIEM, le SIEM qui était en place, c'était le SIEM du MSSP. Et donc, on a mis en place Sentinel comme étant le SIEM interne pour ce client-là qui était le besoin exprimé. Merci Rafik pour le détail, pour cette réponse bien détaillée. Deuxième question était plus autour des licences Microsoft acquises par le client avant le projet. Ce qui est le client était déjà en licence E5. On va voir que ça peut être un avantage, mais ce n'était pas forcément le cas du client, donc je vais laisser Rafik détailler. Donc oui, ce n'était pas le cas chez ce client. Donc, il n'y avait pas de licence ME5, ni de licence ME5 sécurité. Il y avait par contre quelques briques de sécurité qui étaient en place. Comme le client il avait déjà de l'Office 365, il avait déjà les briques collaboratives de Microsoft. Donc les solutions, on va dire, de sécurité qui étaient en place, c'est de l'Azure AD P1 pour tout ce qui est accès conditionnel, SSO. Donc aujourd'hui, on parle d'Intra-ID. Pour ce qui est du management, donc ils avaient Intune, SCCM, que ce soit sur serveur, poste de travail, mobile. Et d'ailleurs, sur la partie mobile, ils ont déployé Defender pour tout ce qui est Mobile Threat Defense, pour tout ce qui est protection Android et iOS. Merci Rafik pour le détail. Autre question était sur le traitement des faux positifs dans la phase de build. Donc effectivement, il y a une phase d'apprentissage des plateformes qui est toujours nécessaire quand on bascule d'une plateforme vers une autre. Et donc là, ça se fait par l'ajustement des règles de corrélation, de la configuration, par exemple pour certaines règles d'impossible travel ou des choses comme ça. On va apprendre et on va ajouter de plus en plus de contexte dans la plateforme, ce qui permet de limiter les faux positifs. Après, vu que c'est du XDR, il y a des corrélations intégrées et c'est la force d'avoir une plateforme unique pour faire du XDR. C'est aussi la force de la plateforme. Et je vais laisser Rafik détailler un peu. C'était déjà bien détaillé, Jérémy. Tu as bien répondu à la question. Donc, enfin, de toute façon, tu as donné tous les éléments. Après, enfin, de mon côté, ce que je rajouterais juste, c'est qu'aujourd'hui, enfin, notre approche, quand on parle de faux positifs, c'est comme on a déjà pas mal de signaux et comme on a le contexte, on va dire, d'un incident ou d'un événement suspect. Donc là, oui, en effet, on génère une alerte, on génère un incident, mais parce qu'on a cette conviction. Donc notre objectif n'est pas de générer une alerte à chaque fois qu'il y a un événement, mais c'est vraiment d'avoir cette conviction comme quoi il y a vraiment quelque chose de suspect, ce qui fait que de base avec le XDR, on va déjà limiter le nombre de faux positifs, donc euh, on va pas se surcharger, on va dire, les analystes avec des alertes, des incidents et des faux positifs. Ouais, voilà, parfait. Merci Rafik. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Et merci de nous avoir suivis. Merci Rafik pour avoir animé avec moi ce webinaire. Et je vais souhaiter bon appétit à tout le monde et bonne journée.